Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller un film d'action, Assaut, réalisé par John Carpenter, sorti en 1976. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Enfants du cinéma. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du film Assaut, réalisé par John Carpenter, sorti en 1976. Il s'agit de son deuxième film, mais en réalité, c'est son vrai premier film. En effet, il a réalisé Dark Star, qui était son film de fin d'études alors âgé de 25 ans. Mais c'est avec Assaut que sa carrière commence vraiment et décolle réellement. Par la suite, il sortira des chefs-d'œuvre dans une veine complètement différente, le cinéma d'horreur et de science-fiction. Il est considéré comme le maître de l'horreur. Alors JB, est-ce que tu as vu d'autres films de lui? Hello à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt, vous remarquerez que on a changé dans l'intro du podcast. Désormais on dit chère auditrice, cher auditeur, parce que c'est plus poli tout Et simplement. on dit mademoiselle, mesdames, messieurs. Voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de John Carpenter, pour parler de Assaut de John Carpenter. Je suis JB, désormais. Oui. Tu es toujours King Tao, pour le coup. Oui. Et donc, tu m'as posé une question. Qu'est-ce que je pense de certains films de John Carpenter? John Carpenter, qui a une filmographie extrêmement vaste, une filmographie très appréciée par les Français, mais Oui. un peu moins par les Américains. On en parlera un petit peu après. Mais donc, moi, je vais vous parler en premier lieu d'un film extrêmement connu du bonhomme, à savoir La Nuit des Masques, Halloween premier du nom. Halloween, the night he came home. Qui est un film, qu'est-ce que je peux dire, en plus de ce qui n'a pas été dit. C'est absolument magistral, c'est un film qui a gagné un statut culte, mais c'est totalement mérité, c'est un film qui a inspiré tellement de jeunes cinéastes, je pense notamment au réalisateur de It Follows, dont j'ai plus le nom, mais It Follows, ça pue le Carpenter. David Robert Mitchell. Je crois que c'est ça. Et ça pue le Halloween. Halloween, c'est incroyable. Halloween 2, c'est un peu moins bien, mais ça reste sympathique. Et Halloween 3, pour le coup, je l'aime vraiment bien celui-là. Parce que c'est un opus. Alors, le 2 et le 3 ne sont pas de John Carpenter. Mais je me suis dit que j'allais vous parler aussi des deux autres Halloween anciens que j'ai vus. Parce que les autres anciens, je les ai pas vus. Mais donc le 2, je l'ai vu. Le 3, je l'ai vu. Le 3 qui s'appelle Le sang du sorcier. Et qui excite totalement Michael Myers. Tellement que, à un moment dans le film, qui se concentre donc sur une histoire, sur des personnages radicalement différents, à un moment dans le film, il y a une télévision qui diffuse le premier Halloween. C'est pour vous dire à quel point il souhaitait se déconnecter de l'univers porté par Michael Myers. Et il est vraiment intéressant cet opus-là. Mais après, l'opus 2, l'opus 3 n'arrive pas à la hauteur du premier opus, qui est magistral, comme je l'ai dit. Je vous rassure, j'aurai un peu plus de choses à dire sur les deux autres films de Carpenter dont je vais vous parler avant qu'on parle de Assaut. Mais toi, King Tao, tu souhaitais nous parler également d'un film de John Carpenter. Oui, qui a suivi Halloween, la nuit des masques, qui s'appelle Fog, ou le brouillard. 11:55. Almost midnight. Enough time for one more story. C'est un film que j'ai pris du temps à voir dans un super remaster de Studio Canal. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu as un film, un master Studio Canal en Blu-ray de New York 1997. Oui, totalement. Et mais il était très bon, Fog. D'ailleurs, c'est un film qui durait 1h30. C'était pas un film long, que j'adore d'ailleurs, les films qui sont pas très longs. De toute façon, les films de John Carpenter sont rarement longs. Non, il dépasse pas 2 heures, la plupart du temps. Mm. Mais en tous les cas, Fog, c'est pas son meilleur, mais j'ai beaucoup aimé ses thématiques, j'ai beaucoup aimé, donc du coup, Fog, le brouillard. Il y a des trucs un peu maladroits, voilà, mais il se fait plaisir, et c'est tout à son honneur, parce que moi j'adore ça en fait. J'adore ce truc un peu crasseux, un peu machin, c'est que du bonheur. Moi je l'ai pas vu Fog, mais tu me donnes envie de le découvrir, mon cher collègue de travail et mon cher ami, tout simplement, parce Oui. que au-delà d'être collègue de travail, nous sommes amis. Et on est frères en fait, on Ouais, en fait, avait quelqu'un en particulier que... Voilà, on est C'est mon petit frère, je suis son grand frère, voilà. Voilà, exactement, on vous l'a pas dit, on vous le dévoile maintenant, nous sommes frères. Non, en vrai, nous sommes frères, mais de cœur. Pas frère de sang. pas frère. Voilà, exactement. Et donc, moi, je souhaite vous parler ensuite de Christine. Vous savez, le fameux film sur la voiture qui tue des gens. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do
can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? C'est adapté d'un roman de Stephen King. C'est une très bonne adaptation du roman de Stephen King, mais au-delà de ça, c'est surtout un très bon film avec des scènes de tension folle, avec des idées de mise en scène complètement dingues, notamment quand la voiture se fait dézinguer et qu'ensuite elle se reconstruit. Je vous invite à vous renseigner sur la manière dont ils ont fait ça à l'époque. C'est passionnant, surtout que le film n'a toujours pas vieilli d'un poil et il y a un travail sur l'iconisation de cette voiture, ce qui fait que cette voiture, comme dans le roman, elle devient un personnage, elle devient un véritable personnage extrêmement menaçant. Et puis au-delà de ça, l'évolution des personnages humains n'est pas... ces évolutions-là ne sont pas laissées sur le côté, tu vois. Elles sont aussi abordées, développées de manière très intéressante. Ça raconte beaucoup de choses sur l'époque où a été fait le film, également. Et donc voilà, c'est un film qui est passionnant. À chaque fois que je le revois, c'est comme un bon vin. C'est comme un bon vin. Ouais. À chaque fois que je le revois, je découvre des nouvelles trouvailles de mise en scène que j'avais pas repérées avant et qui me fascinent. Des nouvelles lectures également, qui me fascinent aussi. Donc voilà, Christine, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur une voiture tueuse. Déjà ça devrait vraiment vous intéresser à fond. Eh bien, n'hésitez pas à le voir. Et je suppose que Quentin Dupieux, pour son Rubber, qui est un film sur un pneu qui tue des gens, il a dû s'inspirer quand même un petit peu de l'histoire de Christine, tu vois. Oui, parce que je crois que dans l'histoire, il a pris le pneu de Christine. Ah ouais ? Non, je rigole. Ah ok, je me disais, moi j'ai aucun souvenir... Non, mais ça aurait pu, hein. Je me disais, j'ai aucun souvenir de ça. Mais donc voilà, voyez Christine, et il existe dans une super restauration 4K qui coûte, je crois, 25 balles. Donc si vous avez 25 balles et que vous voulez découvrir un film qui défonce dans une restauration qui, selon moi, est vraiment bonne, eh bien, n'hésitez pas à commander ou à acheter ce Blu-ray. Voilà. Très bien. Maintenant, à ton tour de nous parler d'un deuxième film de John Carpenter. Sans doute le plus célèbre qui vient avant Christine en 1982, The Thing. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. The Thing, film culte. Extrêmement culte. Probablement tout aussi culte que Halloween de John Carpenter. Ouais. Pourquoi j'ai dit de John Carpenter vu qu'on parle de lui? Non, The Thing, ouais, c'est vachement célèbre. Après, c'est pas comme Halloween où c'est toute une saga. The Thing, c'est un seul film. Il y a eu un remake, mais j'ai pas déjà, regardé. le The Thing de John Carpenter est un remake. Oui, je sais. Et ensuite, il y a eu un remake du remake. Ouais, mais t'as l'impression que le remake de John Carpenter est vraiment très très bien, mais super, quoi. Tu vois, donc des fois je me dis, est-ce que... comparé à l'autre remake. Ouais. Ah oui, là-dessus, oui, je pense que l'autre remake est moins bien. Oui, et The Thing... Oui, parce que faites attention, parce que si vous cherchez le DVD, vous allez voir que les images se ressemblent un peu. Ah bah oui, l'affiche du remake de John Carpenter, c'est la même affiche. Mais voilà, et The Thing, c'est sorti la même année que deux films qui sont cultes, qui sont devenus cultes, qui s'appellent Blade Runner de Ridley Scott avec la musique de Vangelis. Et d'ailleurs, année maudite, parce que Blade Runner, il me semble que ça a bidé. The Thing, il me semble que ça a bidé aussi. Et qui a gagné ? C'est E.T. de Spielberg. Et ça a pas bidé pour le coup. Voilà, et je sais très bien de ce que j'en pense de E.T., mais là n'est pas la question. Oui, toi t'aimes pas. Je suis comme Joe. Mais voilà, donc en gros, The Thing, c'est un super film. Je ne dis rien, allez le voir. Et puis, faites-vous un kiff, quoi. Ah oui, très courte plaidoirie. Bah ouais, parce que en fait, y a rien à raconter, parce qu'en fait... tout est parfait dedans, quoi. Oui, c'est pas mon film préféré. Mais de A à Z, je peux rien dire, parce qu'en fait... C'est pas ton film préféré de Carpenter, mais il reste quand même parmi tes préférés. Il est dans le top 5. Ah ouais, okay. Mais il est à la fin du top 5. Mais franchement, n'hésitez pas, si vous connaissez pas ce film, mais franchement... Je pense que tout le monde le connaît, mais si vous ne le connaissez pas... Il y en a qui connaissent pas. Hein. N'hésitez pas à vous jeter dessus, parce que là aussi... Au niveau de la technique, de la façon dont ils ont réfléchi les effets pratiques, les effets directement sur le plateau, je pense que c'est l'un des films les plus passionnants à ce niveau-là, vraiment. C'est une dinguerie, comment encore une fois ça n'a pas vieilli, et comment surtout il y a une telle réflexion pour que ça fasse peur, pour que ça te dégoûte, que dans ce film-là, l'horreur marche d'une certaine manière... Et cette certaine manière, on la retrouve que dans très 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 peu d'autres films. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et puis la musique, moi j'adore la musique. La le thème de The Thing est génial. D'ailleurs, John Carpenter, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, ou pour celles ou ceux, voilà, il vaut mieux dire ça, eh bien, c'est également un compositeur de musique. Il a composé la musique de pratiquement tous ses films. Presque tous ses films. Notamment la musique cultissime de Halloween,
dont on va vous passer un petit extrait. Voilà, petit kiff. Oui, voilà, c'était exactement ça. Merci. Mon cher King Dao. Merci. À bientôt. Tu as vraiment un talent fou pour chantonner les musiques de films. J'ai menti, je suis désolé, j'ai menti. Mais c'est pas grave, c'est Tu pas grave. chantes pas très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un kiff moi aussi. Et maintenant, moi je vais vous parler de son chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre de John Carpenter pour moi, à savoir L'Antre de la Folie avec Sam Neill. It's all happening for real, Trent. Qui est un film, faut pas dire ça, mais pour moi c'est un film tellement parfait, qui est tellement intéressant dans ses inspirations de Lovecraft. Lovecraft, L'univers Lovecraft. qui est une personne qui a écrit nombre de romans absolument fascinants que je vous invite à lire. Et là, il y a vraiment des grosses inspirations Lovecraft, des grosses scènes qui font penser aussi à du David Lynch. Mais je sais pas si c'est vraiment possible, parce que David Lynch, son premier film, c'était bien avant L'Antre de la Folie, donc c'est possible que John Carpenter, il ait kiffé certains c'était bien avant. points de la filmographie de David Lynch. Et puis voilà, c'est un mélange de plein d'inspirations, mais digérées, qui marche du feu de Dieu. Mon Dieu, que ces scènes avec le vieux sur un vélo fonctionnent très bien. Mon Dieu, que cette scène avec le corps et la tête retournés fonctionne très bien aussi. Et puis, c'est l'un des films avec les meilleures utilisations de décors que j'ai vues de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir dans les décors va être utilisé à un moment donné. Et même au niveau de la photographie, je suis désolé, mais c'est l'un des plus percutants du cinéma de John Carpenter en termes de film. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter sur L'Antre de la Folie, à le regarder vers Halloween, ça dure pas très longtemps. C'est un film qui est extrêmement riche, extrêmement dense en termes d'inspiration visuelle, de thématique, mais je trouve quand même qu'il est assez accessible. Okay. Donc voilà, et toi tu l'as vu? Moi j'ai vu L'Antre de la Folie, et d'ailleurs je tiens à remercier Amandine de m'avoir offert ce film-là. Merci Amandine, pour grosse mon dédicace à anniversaire. toi. Et j'ai beaucoup aimé Sam Neill, j'ai beaucoup aimé ce passage dans sa cellule qui me faisait penser à L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Bah moi je confondais l'affiche de L'Antre de la Folie et l'affiche de L'échelle de Jacob quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, ça m'étonne pas parce que elles se ressemblent un petit peu, tu vois. Mais moi j'ai plutôt bien aimé. Ça va être triste à dire, hein. Mais je crois que comme The Thing est surcoté, je crois que je préfère aujourd'hui L'Antre de la Folie à The Thing. Mais pourtant, t'adores The Thing. Oui, mais en fait, c'est en parlant de la trilogie de la peur, parce que je vais passer tout de suite sur Prince des Ténèbres. A secret that can no longer be kept. It started a month ago. What started? A change in the earth and the sky. Avec Donald Pleasence qui joue le rôle du Dr. Loomis dans Halloween. Excellent acteur. Donald Pleasence qui est un super acteur en effet. Et Prince des Ténèbres, moi je crois que c'est mon préféré de la trilogie de la peur, où il y a The Thing, Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Et donc The Thing est en dernier malheureusement. Mais j'ai beaucoup aimé Prince des Ténèbres. J'adore ces thématiques, j'adore cette image, j'adore l'image que tu as, dont tu vas parler aussi, qui t'a quand même bien retourné. Moi, je vais pas trop parler du film Prince des Ténèbres, mais non, mais juste ce passage. Non, tu me parles juste de ce passage. Ok, Merci. je te parle juste de ce passage. Non, il y a une image vers la fin du film qui est assez connue parce qu'elle est juste traumatisante. Vraiment, c'est une image qui fait vraiment peur, quoi. C'est l'image qui fait le plus peur de tout le film. Après, j'aime bien sa mise en place de la tension, et puis il y a un côté, ouais, l'horreur, elle est très insidieuse, elle s'arrête jamais, il y a des trucs bien cracra à l'image, j'aime bien. Mais après, c'est pas le film de Carpenter que je préfère. Tu vois, c'est pas l'univers de Carpenter que je préfère. Mais moi, j'aime bien s'il y a un côté Cluedo, comme dans... Ah, c'est pas faux, ça. J'y avais pas pensé. Oui, mais un côté comme dans le film que j'ai bien aimé, à couteau tiré, le premier, pas le deuxième, pas Glass Onion, j'ai pas trop aimé. Mais le premier, à couteau tiré, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais tu sais qu'il y a un film Cluedo qui existe. Oui, je sais. Avec l'acteur du Rocky Horror Picture Show. Ok. Et qui joue également Pennywise dans la première adaptation de ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est incroyable cet acteur. Ah, je sais plus. J'ai un trou. Toi aussi? Bah moi je connais pas. Plus que ça le nom. Bon, si je le retrouve durant cette émission, je vous le dirai. Mais donc voilà, il me semble qu'on a parlé tous les deux des 3 films dont on voulait parler. Ouais, en tous les cas, des films les plus marquants et les plus intéressants à voir si vous voulez vous jeter dessus, quoi. Voilà. Les autres, regardez-les après, quoi. Bah après, il y en a d'autres qui sont très bien, comme Invasion à Los Angeles. Enfin, il y en a plein qui sont très intéressants. Il y en a qui sont
oubliable. Pas ouf, oubliable. comme Jack Burton, comme Le Village des Damnés, mais ça reste quand même du Carpenter, donc ça reste intéressant. Bon, Et maintenant... Starman, il y a Karen Allen qui joue dans... Ah bah oui, notre chère Marion d'Indiana Jones, la meilleure Indiana Jones girl. Ouais. Et donc, maintenant, on va passer à le sujet de cette émission, le véritable sujet de cette émission, Assaut, qui est un film action policier sorti le 5 octobre 1976, toujours dans la précision ici. Il dure 1h30 ou 1h25, mon cher Non, Quinto. sur mon DVD, j'avais 1h25. Mais Et peut-être moi, j'avais que- 1h30. Peut-être à 1h30. Donc C'est ils ont, bizarre, mis, ils ont mis 5 minutes en plus, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte, ce film ? Une nuit, à Los Angeles, les membres d'un gang assiègent un poste de police dans lequel s'est réfugié un homme qui a tué l'un des leurs. Pour survivre aux assauts répétés, les policiers et les prisonniers unissent leurs forces. Et donc vous avez compris qu'on aimait quand même beaucoup le cinéma de John Carpenter, qu'on trouve que c'est un réalisateur qui arrive à marier plusieurs imageries très intéressantes. Il a son propre style, en plus. Bah ouais. Il a su créer son propre style, Il a su piquer plein d'inspirations, mais pour ensuite créer son propre style, que ça soit dans ses visuels ou dans ses scénarios. Et il a inspiré les plus grands, dont Tarantino et les autres, hein, évidemment. C'est quand Bah même aussi un- David Robert Mitchell, tu vois. Oui, voilà, dans It Follow, c'est un réalisateur, que, ce que tu dis un peu au début, JB, c'est que... Il est adoré en France, mais aux States un peu ouais, moins. il est vu comme un auteur en France, mais comme un raté aux États-Unis. C'est lui qui le dit d'ailleurs. Et c'est vrai, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le travail de Carpenter et de Halloween, il y avait un documentaire sur lui. Sur Arte Sur Arte, ouais. Arte, meilleure chaîne de télévision ever. Gratuite. Ouais, et elle propose des choses vraiment incroyables. D'ailleurs, il y a Jetez-vous. la fièvre de Petrov, voilà. Bah jetez-vous sur Arte, il y a La Fièvre de Petrov, les gars. Un film incroyable de Kirill Serebrennikov. Regarde du cinéma de Kirill Serebrennikov. Oui, je vais regarder. T'en as vu un, je crois. Oui, La femme de Tchaïkovski. Ah bah voilà. Je l'ai vu au MK2. L'honneur est sauvé parce que La Femme de Tchaïkovski, c'est trop bien, et le cinéma de Kirill Serebrennikov, c'est trop bien. Et c'est Voilà. pas assez connu en France. Et c'est pas assez connu, Et oui. c'est vachement bien. Et il galère à faire ses films, d'après ce que j'ai pu lire. Mm. Donc c'est un bravo, réalisateur qui bravo, est très bravo. courageux et qui propose du cinéma absolument dingue. Mais revenons Assaut. à Assaut. Donc, c'est un film qui est très important pour toi, puisque c'est toi qui as proposé qu'on en parle dans le podcast. Et, bah évidemment, moi j'étais partant, parce que ça allait me faire découvrir un film de John Carpenter que je n'avais pas vu et dont j'avais très peu entendu parler. Ouais. Mais juste avant d'en parler vraiment en détail, Vas-y. au casting nous retrouvons Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer. Au début j'ai cru qu'elle avait un lien de parenté avec Hans Zimmer, mais pas du tout. Non, je crois que non. Et nous retrouvons également Martin West, Tony Burton, Charles Cyphers et Nancy Kyes. Voilà. The very least of our problems is we've run out of time. I was born out of time. We'll make one last stand. It's pretty good to me. It's all we got. Maintenant, je te laisse parler de ce film qui est très important pour toi. Oui, c'est important en fait, c'est-à-dire que ce qui est assez drôle aussi, c'est que toi, tu voulais découvrir d'autres films de Carpenter. Toi, tu étais dans ta lignée Carpenter, je regardais sur Letterboxd. Ah, il a vu la vidéo de l'année. Ah, Bah, il y a un mois, je me suis fait plein de Carpenter que j'avais pas vu. Je m'en suis fait 3-4, quoi. Ouais, mais tu t'es pas fait Assaut, quoi. T'as Bah attendu, non, t'as mais attendu. en vrai, c'est un signe, mec. Bah, Fallait en que fait, j'attende, en fait, c'est-à-dire que Assaut, c'est pas le film le plus connu, Ouais. mais moi, c'est un de mes films préférés, même sans doute mon meilleur aujourd'hui, tout bêtement parce que ça sort de l'ordinaire, que en fait, Assaut, c'est un peu sous-côté d'un côté pour moi, et en même temps, c'est vraiment un film extraordinaire. Bah, c'est sous-côté, mais pour ceux qui l'ont vu, pour celles ou ceux qui l'ont vu, c'est quand même reconnu comme étant un grand film d'action, un grand film policier. Oui, comme l'était Fury Road en 2015, c'est un peu la même chose. Ouais. En tout cas, c'est un film qui fait naître des grandes thématiques chères à Carpenter. En tous les cas, c'est quand même un film très important en fait dans sa filmographie. D'ailleurs, c'est une relecture, hein, pas un remake, mais une relecture du fameux film de Rio Bravo de Howard Hawks. Je l'ai pas vu, tu l'as vu lui Moi, j'ai pas vu, mais en fait, il adore Carpenter les films de western, dont La Horse Sauvage de Sam Peckinpah. D'ailleurs, il en parle dans. Que j'ai vu. Ah oui. Et je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai trouvé ça sympa. Ok. Non Sans mais plus. t'inquiète. Mais en même temps, on parlera un jour du genre du western, On mais parlera- c'est pas mon genre préféré. En fait, les western, je suis pas fan, mais quand il y a un peu de western dans des films qui ne sont pas Ok. considérés comme des westerns,
Oui. À proprement parler, bah j'aime bien. Ok, moi je peux vous dire une petite anecdote sur JB, c'est... vous avez vu, moi j'aime bien les westerns. Non, J'en ai mais vu- ça... Voilà. Non mais ça c'est l'intro d'une vidéo abandonnée sur laquelle... Voilà, vous avez vu, il a abandonné une vidéo, c'est triste. Hein. Elle aurait pu faire 1500 vues. Alors, donc, Assaut, ouais, non, c'est un bon souvenir et c'est dans mon top 10, top 5, top 3, top 2, top 1. En fait, c'est vraiment... Ton John Carpenter préféré. Ouais, parce que en fait, j'associe plus trop John Carpenter à de l'horreur que de l'horreur, en fait. Et Mm. maintenant, pour petite anecdote aussi, et je laisse parler JB, maintenant, il fait pratiquement que de la musique, plus de films, de la musique avec ses 2 fils. Ok, ces 2 fils font de la musique aussi? Oui, il y avait Ok. une vidéo qui montrait, d'ailleurs, il avait sorti un DVD Blu-ray de son spectacle, d'ailleurs, de concert. Ah, faudrait que j'aille checker ça, parce que John Carpenter, au-delà du fait que, bah, effectivement, il a fait beaucoup de musique pour ses films, je sais pas s'il a fait des musiques pour d'autres films, ça, je... Non, pas trop, il a fait surtout pour lui, je crois. en grande Bah, partie. ces musiques sont surtout... Minimaliste, en fait, mais souvent. elles sont très très bonnes, quoi. Vraiment, moi, je prends vraiment du plaisir à écouter certaines partitions de John Carpenter. Notamment, on va faire une dédicace à Michael Gueraz, qui est notre référent, qui adore les compositions faites pour Prince des Ténèbres. Et moi, elles m'avaient pas spécialement marqué durant le film. Je les ai réécoutées ensuite. Et ouais. Michael, tu as vraiment raison. Elles sont trop bien. Non, mais les musiques de. En fait, c'est cool. Il y a un côté rétro aussi qu'on retrouve, même si on n'aime pas trop les films qu'il a fait après, on retrouve des choses si c'est lui qui a fait la musique. D'ailleurs, pour parler de Michael Gueraz, c'est Michael. Comme Michael Myers. Des fois, je l'appelle Michael. Ça se trouve, c'est la même personne, mec. Voilà. Est-ce que tu peux nous répondre dans les commentaires pour nous dire ce que tu es Michael Myers? Est-ce que c'est toi qui as poursuivi Laurie Strode en je sais plus quelle année? C'est quelle année Halloween déjà? 78. Ouais, c'est ça, voilà. Franchement... Voilà, tu nous diras dans les commentaires. Mais, verra. mais attends, regarde Furiosa avant. Et Oui. le peuple loup aussi. Il y a tellement de private jokes que les gens vont pas comprendre. Mais bref, Assaut, moi je l'ai découvert ce matin. Ah. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est un très bon Carpenter. Je pense pas qu'il fait partie de mes préférés. Je vais pas faire une marque de la flamme non plus en disant je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Mais mon j'ai fait mon choix, mais est mon fait, choix est ouais, fait. fait. Non, je vais pas faire ça. Je trouve juste que c'est un très bon film, c'est un très bon Carpenter. Il est très intéressant pour son extrême différence avec ses autres films, parce que comme tu l'as dit, c'est le maître de l'horreur, c'est le maître de la science-fiction. Mais j'aurais aimé qu'il fasse plus de films vraiment d'action, de policiers, comme ça, parce qu'il y a des scènes de tension qui marchent extrêmement bien, parce que le film est très bien rythmé, a un montage qui par moments m'a fait complètement halluciner, tellement c'était cut parfaitement au bon moment. Et d'ailleurs... par moment, le montage fait quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire se rythmer sur la musique du film. Et il y a ça par rapport à une scène où il y a beaucoup de coups de feu. Voilà. Et puis, on retrouve aussi, on en parlera un petit peu plus tard dans la section mise en scène, mais on retrouve tout ce qui fait le sel du cinéma de John Carpenter. C'était son véritable premier film. Il a, mis toutes ses inspirations, qu'on va retrouver par-ci, par-là, en un peu plus digéré dans des films après, et en un peu moins digéré dans des films après aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que Assaut, c'est un film qui est en même temps mûr sur beaucoup de choses, et un peu moins mûr sur certaines choses. Mais ça reste un très bon film avec des comédiens qui vraiment sont très bons, tout simplement. Ouais. Et voilà, donc ça c'est pour mon avis global sur Assaut. Maintenant on va passer à la section scénario du long métrage. I really think someone in the central office wanted to give you something special on your first night out. Et je te laisse commencer, mon cher Quintao. Alors, tout bêtement, le scénario, il est simple. Mais simple, pas simpliste. Donc, c'est-à-dire que... C'est comme Fury Road. C'est comme Fury Road, mais en On moins revient numérique. beaucoup à la saga Mad Max en ce moment. En moins numérique. En moins numérique, quand même. Hein. Fury Road? Non, Assaut. Ah oui. Bah en même temps, Fury Road, c'est pas le plus numérique. Non, mais je vais pas... Furiosa est plus numérique. Oui, bien sûr, mais le film... On se perd. Est plus numérique que l'autre. Non, je trouve que c'est simple dans le scénario. En fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que c'est simple, mais efficace. Mais efficace. Et ce qui va faire que le film va prendre, c'est pas forcément le scénario, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est ce qu'il y a autour, la mise en scène, ses personnages et la tout musique. ça. La musique. Tan. Merci pour cette Et donc, oui, je te l'ai fait en WhatsApp d'ailleurs. Et donc, je trouve que ça tient le coup, c'est super. Et en fait, le scénario... En fait, ouais, comme tu l'as dit, il est simple, mais il est tellement terriblement efficace, il va tellement droit au but, de manière intelligente. Bah, il est coupé au couteau, en fait, sans faire jeu de mots à Halloween. Après, couper au couteau, généralement, c'est une expression qu'on utilise pour dire quelque chose de négatif, tu vois. Mais oui. En fait, là, on va dire que c'est Halloween. positivement... C'est Halloween, plus Halloween. On va dire que c'est positivement coupé au couteau, en fait. C'est-à-dire que... Montage. Cut. Ouais, mais c'est-à-dire que...
ouais, ça file tout droit. D'autobut. Dans les séquences, il n'y a pas de bout de gras. Ça va vraiment droit au but, quoi. Ah non, du tout. Mais c'est très bien fait. En fait, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de truc où on se dit, tiens, ça aurait dû durer plus longtemps. Non, et puis il y a surtout, pas des running gags, mais des réflexions, notamment d'un personnage. Avez-vous une cigarette? Voilà, il y a cette phrase qui revient très souvent. Ah oui, c'est ça, la cigarette? Ah, moi, j'ai pas ce mot-là, mais bon. Ah, t'as pas ce mot-là? Mais tu l'as vu en français Oui, ou en j'ai vu VO? en français. Ah, moi, je l'ai vu en VO. J'ai vu en français parce que, en fait, j'adore la voix de la nana dedans, en fait. Ok. Elle a une voix très posée, tout ça. Mais on va revenir après pour les personnages, on va pas s'égarer. Mais en tous les cas, je trouve que le scénario est bien tenu. D'ailleurs, il me rappelle un peu certains films de Hitchcock dans son scénario. C'est des filons très simples. La nana qui, excusez-moi, Laurie Zimmer. Laurie Zimmer. En fait, on a dit la nana parce qu'on avait oublié son prénom, pardon, désolé. Mais si tu l'avais dit dans les... Oui, mais on avait oublié entre-temps. Laurie Zimmer. Et dommage que tu joues pas dans d'autres films parce que c'est c'est une très bonne actrice. Ouais. Et en plus, elle interprète un personnage de femme forte. Comme Furiosa. Comme on revient sur Mad à Max. Mad Max. Est-ce qu'on force? Oui. Non, mais en tous les cas... Ça... Je crois que tu parlais d'Hitchcock. Oui, je parlais d'Hitchcock parce qu'il y a certains films où son scénario est très simple. Et c'est pareil en fait. Et là, ça tient sur 1h25 pour moi, 1h30 pour toi. Et du début à la fin, parce que je me rappelais plus du début. Mais les trucs, c'est... Ah ouais. Et en fait, je me dis... Il y a notamment quelque chose qui entoure une petite fille et un camion de glace. La scène est parfaite en tout point. C'est-à-dire... Montage. Mise en scène, montage. Et écriture. Et vraiment, quand tu vois cette scène, tu fais... Waouh! Ah oui, ok, ouais, le film file tout droit, quoi, il a pas le temps, si t'es pas dans le film, bah c'est pas grave, lui, il fonce sans toi, et d'ailleurs, t'as une anecdote sur cette scène à raconter, il me semble, sur le fait qu'elle était censurée à l'époque. Ah oui, je voulais juste dire avant, c'est le passage de... Mais je voulais une boule de glace, voilà. Non, elle dit pas ça, elle dit, je voulais une boule de glace à... La fraise. Parce qu'elle avait la vanille. Et lui, il lui a donné la vanille. Ou alors, elle voulait... Oui, c'est Non, elle voulait fraise, et il lui a donné que vanille. Voilà, je crois qu'elle voulait vanille et fraise. Bon, vérifiez, vous le regarderez, vous le lirez dans le commentaire. Mickaël, tu pourras le regarder aussi. Et le revoir. Oui, je disais que dans la première version, quand elle est sortie, en fait, parce que ça annonçait aussi les thématiques fortes à tonton, papy, pépé, Carpenter, qui est qu'il y a une scène donc avec cette fille-là qui a été censurée dans la version on va pas dire laquelle, mais qui est quand même une scène d'une extrême violence. Oui, en fait, il y a deux scènes, en fait, qui est pas longue, mais qui est très ouf, ouais. Et en fait, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai repensé au Nouvel Hollywood, parce qu'on est en plein dedans, tu vois. Et je vais pas revenir sur le Nouvel Hollywood, mais en tous les cas, il y a aussi une autre scène au début aussi, que celle-là aussi un peu touchy, elle a été aussi... Et en fait, quand il est sorti en DVD, en vidéo, ils ont remis le montage de parce base. que c'était longtemps après aussi, oui. Les DVD, c'était plus la même... comment on dit en France, la censure, c'était à l'époque de Giscard d'Estaing dans les années 70, et après ça a été levé en fait, grâce à lui. Donc du coup, on a pu voir des choses comme Emmanuel, film érotique, des autres films comme ça. Mais pour Assaut, c'est l'époque. En tout cas, on a pu voir cette version, et nous on a vu la version qui est un peu... de toute façon, le cinéma américain a eu beaucoup de censure, il y a eu aussi le code Hays, je crois. Ouais, le code Hays, ouais. Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est le code Hays ou... le code Hays, c'est un code, on va dire, de sécurité, on va dire. Mais si tu peux mieux l'expliquer toi, si tu l'as... il me semble que, en tout cas, dans le code Hays... il y a de la censure, il y a de la censure dedans. Oui, ça, oui, on vient de le dire. Mais il me semble, par exemple, qu'il ne devait pas y avoir de femmes nues dans les films. Fallait pas de scène de nudité, je crois. Voilà, fallait pas de scène de nudité. En tout cas, ça faisait partie du code Hays. Et le film Psychose, je crois que c'est lui, avait contourné ce code-là en mettant une femme à moitié dénudée, puisqu'elle était en sous-vêtements, tout simplement. Et voilà, ce film, Psychose, déjà, est extrêmement 1960, intéressant pour énormément de choses, mais il est intéressant aussi pour sa façon dont il a contourné le code Hays, qui était un code de censure, notamment sur les scènes de nudité. Il me semble, oui, je souhaite pas dire de bêtises. Psychose de 1960. C'est auto-mis dans la sauce, là, ça me fume. Psychose de 1960 de Hitchcock, et d'ailleurs, tu parlais de cette partie-là où il a contourné le code Hays. Vous l'avez dans l'espèce de biographie de Hitchcock qui s'appelle Hitchcock, joué avec Anthony Hopkins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce film, mais moi, on m'en a pas dit beaucoup de bien. Moi, je vais vous dire quelque chose, parce que je peux en parler, parce que j'avais parlé de ma maman dans Le Peuple Loup, si vous l'avez vu. En fait, elle a beaucoup aimé, et moi, j'ai pas trop aimé. Voilà, en fait, Anthony Hopkins, je le sentais pas trop dans ce rôle-là, quoi. Ok. Alors que ça aurait pu être l'un des rôles de sa vie, quoi. Non, par contre, il a joué dans un film qui s'appelle Surviving Picasso. Et le film n'est jamais sorti parce qu'il existe qu'en import italien. Ah ok, d'accord. Par contre, je l'ai sur mon disque dur, voilà.
Ok. Voilà, d'accord. j'ai téléchargé les choses à l'époque, voilà. Mais Oui, maintenant... bon, il y a prescription, c'est à l'époque. Mais toute la cinéphilie, je l'ai fait avec ça aussi. Hein. Waouh, on aborde un sujet très touchy. Non, mais du coup, on va revenir Assaut. à Assaut, au scénario. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont, comme tu l'as dit, voilà, John Carpenter, c'est le maître de l'horreur, de la science-fiction. Mais pour ce qui est de l'horreur, c'était souvent de l'horreur, Graphique, stylisé. oui, et provenant de la fantasy, tu vois, genre l'antre de la folie. Ah bah Bon, oui. il y a du fantastique, voilà, Oui. c'est plus fantastique que je voulais dire. Oui, que fantasy. Il y a aussi un peu de science-fiction, mais c'est du fantastique, tu vois. Mm. Halloween, ça Je- lorgne un peu vers le fantastique Oui. avec ce côté Michael Myers, il se prend un chargeur de 128 000 balles dans le corps et bah il meurt pas. Tu Increvable. vois, genre Increvable, le mec. il se met un pansement et ça va mieux. Et là, pour le coup, il aborde avec certaines séquences une horreur, une violence, mais qui est très réaliste, qui est très brute. Quand les personnes meurent, elles meurent. Et il y a notamment le démarrage de cette thématique-là, avec l'une des scènes, on va pas dire laquelle, mais l'une des 2 scènes dont on a parlé, qui à l'époque était censurée. Et il te la démarre, cette thématique, sur la violence, sur l'horreur vraiment réaliste, brute, contre on peut pas faire grand-chose, d'une manière très franche, d'une manière très efficace. Comme je l'ai dit, si t'es pas dans le wagon, c'est pas grave, lui il s'en fout, il fonce tout droit avec son film. Donc, est-ce que c'est un film accessible de John Carpenter ? Je sais pas, parce que franchement, il y allait avec un peu plus de pincettes dans l'horreur fantastique dans ses autres films, je trouve. Là, il y a vraiment un côté, bah ouais, très réaliste. Si tu te prends une balle dans la tête, bah t'es mort, quoi. Et voilà, c'est fini. Ouais. Et on passe très vite à autre chose, parce que dans le film, vu que c'est un film de siège, et bah ils sont obligés de se défendre. Donc s'il y a un de leurs collègues, un de leurs amis qui meurt sous leurs yeux, bah vu qu'ils se font canarder en même temps, bah ils sont obligés de passer très vite à autre chose. Il y a pas vraiment de place à l'émotion, tu vois. Et je trouve ça très intéressant, ces thématiques-là, qui sont vraiment bien traitées selon moi. Et toi ? Tu parlais d'une balle dans la tête, ça me fait penser au film, le premier film que j'ai vu de John Woo, Une balle dans la tête. Mais par Oui, rapport à Assaut, par rapport à ce que tu racontais, non, je suis d'accord avec toi. En tous les cas, c'est une horreur qui est très différente de ses autres films, en fait. Bah, mais c'est pas étonnant, vu que c'est son premier film, je sais pas quel était le budget, je vais aller regarder, mais il me semble pas qu'il avait autant de budget que pour un Antre de la 100 000. folie. Je crois qu'il avait $100 000 dans mes souvenirs, regarde. C'est-à-dire que dans ses autres films où il avait peut-être un peu plus de budget, genre L'Antre de la folie, Oui. tu vois, il pouvait se permettre plus de délire fantastique et moins de délire réaliste. À peu près, il avait mon âge, à peu près, quand il a fait. Je vais aller regarder Assaut. le budget pendant que Je tu crois que c'est argumentes. $100 000 et dis-moi c'est ça, et après. C'est 100 000 $, ouais. Ouais. Et alors, par exemple, pour L'Antre de la folie... Et $100 000 et il l'a fait en 20 jours, je crois, en 3 semaines, je crois, le film. Il y a plein de choses à dire. L'Antre de la folie, tu vois, c'est... Alors, il y a marqué 8 millions ou 14 millions. Bon, en tout cas, il a fait plus que 1 million, quoi. En gros. Oui. Ouais. Mais ouais, tu l'as dit, il l'a fait en 20 jours. Maintenant, on va peut-être passer à la partie mise en scène. Would anybody shoot at a police station? It's a goddamn siege. Et alors là, il me semble que tu as beaucoup de choses à dire, parce qu'effectivement, déjà, réaliser un film avec une tension comme ça, avec un découpage aussi fort, avec des scènes quand même assez galères à réaliser, mais même des scènes toutes simples, hein. Je veux dire, quand t'as pas beaucoup de budget, ne serait-ce que la scène qui introduit le personnage du policier dont j'ai plus le prénom, je vais aller regarder, la manière dont elle est filmée, il est en voiture, et la manière dont elle est filmée, moi je me dis, c'est quand même assez compliqué de faire ce plan-là. Il y a beaucoup de détails à l'écran, il y a beaucoup de trucs que tu dois capter, et pourtant il y est arrivé, sachant qu'il avait tout le reste à faire, notamment la scène de siège, etc., en 20 jours, quoi. Alors que, voilà, c'est assez impressionnant. Maintenant, je te laisse... Non, mais je veux juste commencer par un truc intéressant, parce que je regardais aussi le timing sur mon... Le personnage s'appelle Ethan Bishop, ah, oui. voilà. Oui, Bishop, ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé à peu près le moment où ça commence à vraiment canarder, vraiment pas le moment où ça tue, et puis ça revient, puis ça tue, c'est vraiment où ça envoie du lourd, 30 du pâté. minutes. Non, 1 heure. Ah ouais? Ouais, moi au bout d'1 heure, un peu avant 1 heure, en fait, c'est là où... que le film dure 1h30. Mais c'est la nuit, c'est la nuit où ça Oui. tire, ouais, voilà. C'est là où vraiment où ça commence. Très intéressant en termes de mise en scène, j'en parlerai un petit peu après, vas-y. Voilà, la nuit aussi dans Furiosa, mais pas la même.
Oui, là, pour le coup, on va vraiment trop loin. On force beaucoup trop. Non, moi je force pas, c'est juste que je fais le lien. Mais non, en tous les cas, pour la mise en scène, les personnages, je trouve que en fait, ces personnages-là, ils sont très intéressants et que ce sont des gens vraiment expérimentés, des vrais acteurs, mais qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui a fait un bid, un flop, en fait, quand il est sorti. Mais est-ce que tu veux dire qu'à l'époque, on les connaissait pas? Bah, aujourd'hui, tu les connais aujourd'hui? Non, mais est-ce que tu veux dire qu'à l'époque, on les connaissait pas et c'est pour ça que ça a bidé? Ou alors c'est étonnant parce qu'on les connaissait à l'époque, mais pourtant ça a bidé? Ah bah je sais pas, parce que j'étais pas à cette époque, Okay. j'ai pas regardé, mais je sais juste que ces personnages-là, ces acteurs-là, actrices, acteurs, n'étaient pas si connus que ça. Et pourtant, John Carpenter a pris des gens expérimentés, voilà. Parce qu'il y a plein de gens qu'on découvre, regarde Anya Taylor-Joy ou des gens comme ça, on connaissait pas vraiment avant, en fait, tu vois. Il y a plein de gens qu'on a fait rentrer, mais ils étaient jeunes, tu vois, comme Anya Taylor-Joy était jeune, comme d'autres acteurs. Oui, là, alors que eux, ils avaient déjà de la bouteille. 30, 40, ouais. Donc, ils avaient déjà de la bouteille dans le monde du cinéma. C'est différent. Okay. Je veux dire, jouer dans des films, parce qu'ils ont dû peut-être jouer dans des clips, dans des c'était pas le début de leur carrière. Non, bien sûr. Okay. Mais sur Laurie Zimmer, moi, j'adore cette actrice. Et d'ailleurs, il y a eu un livre écrit sur elle en demandant pourquoi, où es-tu passé, en gros, parce qu'elle a fait des quelques films, mais surtout connue pour ce rôle, je sais plus comment elle s'appelle, alors Lee, je crois. Mais ou dedans d'ailleurs elle pensait qu'elle jouait mal, mais John Carpenter lui a dit mais non, tu joues très bien. Oui, elle s'appelle Lee dans le film. Oui, en fait c'est les critiques qui ont dit joue mal et c'est complètement faux d'ailleurs, je suis désolé. Et Carpenter lui a dit si, et c'est pour ça que pendant tout le film en fait elle avait du mal, voilà. Mais en fait moi je la trouve super bien, je l'ai revue une deuxième fois et moi c'est un de mes personnages préférés. Bon, déjà je suis vachement fan des films de réalisatrices et des films avec des femmes fortes, comme Furiosa par exemple. Et donc ce film-là, non mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Oui. Non mais ça m'a fait rire la ref encore à Furiosa, mais c'est vrai que c'est un personnage de femme forte qui par la mise en scène est très bien caractérisé, parce que la mise en scène, faut pas oublier que c'est aussi la direction d'acteurs et d'actrices, et que il y a ce côté très calme et en même temps voilà, elle calcule très bien comment les choses vont se passer et comment va falloir réagir vite. Mais d'ailleurs ce qui est assez intéressant, vous allez vous énerver par rapport à ça, mais Furiosa, elle parle à un moment pas, tu sais, on l'entend pas parler. Pourquoi il s'énerverait? Parce qu'on parle tout le temps de ça. Ah oui. Et Laurie. Oui. Laurie, parce que dans le Will, elle s'appelle Laurie Strode aussi. Bon, bref, c'est autre chose. Mais Lee, le personnage est Lee. Laurie Zimmer, elle ne parle presque pas dans le film. Oui, elle ne parle presque pas. Ah, alors est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi? Ouais. Mais est-ce que John Carpenter n'avait pas un lien avec George Miller? Plutôt George Miller avait un lien avec John Carpenter. Ouais, je sais pas, c'est la même époque. Hein. Après, ça se trouve, les deux étaient potes, pour le coup, là-dessus, je suis pas renseigné. Après, mais ils ont eu, en tout cas, l'une des mêmes idées de mise en scène. Après, John Carpenter et George Miller ne sont pas des enfants du cinéma par rapport aux 5 autres de Nouvelle Hollywood. Par contre, leurs films s'imprègnent du Nouvelle Hollywood. D'ailleurs, l'un des... dans la mise en scène au début, en tous les cas, avec ses meurtres et tout ça, ou qui me font penser à du Nouvel Hollywood au début, c'est très trash, tu vois. Ah oui, c'est très trash, parce que le Nouvel Hollywood, tu peux réexpliquer un petit peu, voilà, pour ceux qui... Voilà, je mets mes lunettes de professeur pour vous dire que le Nouvel Hollywood, en fait, c'est inspiré de la nouvelle vague en France dans les années fin 50, ouais, voilà, début 60. Et donc, en plus sérieusement, en fait, le Nouvel Hollywood, c'est abat les studios, viens, on filme dehors, viens, on fait indépendant. Aujourd'hui, en fait, le Nouvel Hollywood, c'est à 24, entre autres, pour moi. Ça va faire plaisir à Tom Sawyer, Voilà, donc en gros, Nouvel Hollywood, c'est la liberté, c'est voilà. Et c'est faire des choses plus trash aussi. Pas de code days. Pas de censure. Aussi. Pas de censure. Même si le film a quand même été censuré. Après, je vous rassure, on voit pas de seins dans le film. Mais c'est moins de 16 ans. Oui. Mais ça aurait été d'ailleurs bizarre qu'on voit de la nudité féminine. Ça n'a pas de place ici dans le film. Ça aurait pas eu de sens, tu vois. Ça aurait été Action, thriller érotique, comme un giallo. Ça aurait été vraiment gratuit et un peu déplacé. Ouais, un giallo carpentien. Déplacé dans le sens, ça aurait été vraiment venez voir mon film, il y a une femme à poil, tu vois. Ça aurait été pas ouf comme façon de penser. Mais en fait, je me rends compte qu'il est féministe aussi comme George Miller en fait. Mais il est très féministe, John Carpenter. Ça se voit notamment dans les Halloween, tu vois. Oui. Même L'Antre de la L'Antre de la folie aussi, je crois. Si, dans l'Antre de la folie, un personnage de femme forte aussi. Il y a beaucoup de personnages de femmes fortes dans son cinéma, dont dans Assaut. Mais sinon, moi je voulais parler en termes de mise en scène aussi, à quel point ça me passionne. Les grands espaces chez John Carpenter, avec ses bâtiments très horizontaux, avec ses lignes de fuite parfaites, et où t'as cette constante impression de grandeur dans les plans, alors qu'ils sont pas si éloignés des protagonistes, quand même un petit peu, mais pas si éloignés. Et j'aime beaucoup ce que ça raconte sur même les petites histoires, les petites intrigues perdues dans des petits environnements,
ils font partie du monde, ils font partie de l'histoire du monde, tu vois. J'aime beaucoup cette intention de mise en scène qu'on va retrouver dans Halloween, qu'on va retrouver dans plein de films de Carpenter. Dans The Thing aussi. Et d'ailleurs, c'est dans The Thing que pour moi, ça a le plus son sens, tu vois, en termes de mise en scène. Ah oui, les grands espaces. Ça isole bien les personnages, ça isole bien l'intrigue. Ah, on se sent vraiment isolé. Tout en lui donnant une certaine grandeur. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça. Et toi, est-ce que t'as des plans... T'as un plan, il me semble, qui t'a beaucoup marqué. Ah ouais, mais en même temps, je peux pas trop en parler non plus, parce que c'est vraiment la femme forte. C'est du spoil. Oui, c'est un peu du spoil quand même. Pour moi, c'est du spoil parce que... Il y a 2 femmes dans le film. Et à un moment, il y a une femme qui se fait tirer sur l'épaule. Voilà, mais on dit pas laquelle. Voilà. Et ce plan, cette scène, tu l'aimes beaucoup parce que justement, tu vois qu'elle se prend une balle, mais elle ne... Comment dire, elle ne perd pas sa concentration. Et à la fin aussi, il y a pareil, elle montre aussi ce elle côté envoie bouler un mec fort. d'ailleurs. Mais non, je trouve vachement fort. Pas que la femme forte, en fait. Moi, ça m'a vraiment... J'ai vu ce film, je me suis mis dans l'époque même de ce film, en gros, dans ma tête. Je me dis, ça a été filmé, voilà, dans les années 70, c'est sorti telle année. Et je dis, mais waouh, c'est vraiment moderne. Tu vois. Et elle se prend ça, alors que moi, j'ai une grippe, je suis au lit. Oui. Et donc, tu aimes beaucoup cette scène. C'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup cette scène. Et j'aime beaucoup cette actrice. Très... Et je trouve cette actrice que j'aurais voulu voir plus souvent comme Karen Allen, qui joue Marion, que j'aime beaucoup aussi. Femme forte aussi. Furiosa, femme forte. Mais non, il y a beaucoup de femmes fortes dans les films des années 70. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Mais c'est très bien, d'ailleurs. C'est très, très bien. Et c'est beaucoup des femmes qui inspirent. D'ailleurs, Karen Allen à l'époque, d'ailleurs, je me permets de faire un petit pic, mais toutes les personnes qui disent il y a vraiment des personnes qui ont dit Furiosa, je veux pas aller le voir, c'est encore un film woke parce que il y a quoi de woke dedans, je vois pas. Non mais je comprends pas moi non plus. En fait, c'est des gens qui disent que c'est woke parce qu'il y a une femme forte dans le film, alors que dans les années 70, il y avait déjà des films avec des femmes fortes. Il y en a plein. Je comprends pas, vous êtes tous là à kiffer Alien. Alien, c'est littéralement Sigourney Weaver, une saga concentrée sur une femme forte, et à l'époque vous gueuliez pas au wokisme, je ne comprends pas. Moi je vous conseille de Ripley. Voilà. Si vous avez la ref. Mais donc voilà, je ne comprends pas ça. Mais maintenant, on a abordé donc le scénario, on a abordé la mise en scène. On peut juste dire, dans le final de cette partie sur la mise en scène, que voilà, il y a des scènes de tension qui marchent très bien, le découpage est exemplaire, et puis il y a aussi un montage, voilà, très dynamique, très effréné, très rythmé, basé, comme je l'ai dit, sur la musique qui revient sans cesse. Et la musique accompagne énormément le montage. C'est ça qui est toujours fascinant dans le cinéma de John Carpenter, c'est à quel point la musique et le montage sont en pure symbiose. Aussi, un truc de montage qui est vachement intéressant, parce que j'ai eu en français, c'est 10h40, Los Angeles. En fait, à chaque fois, il y a un petit carton. Oui, à chaque fois, il y a un petit carton, parce qu'il y a un aspect aussi, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vachement intéressant. Il y a un aspect aussi un peu documentaire. On en parlait aussi dans... Docu-fiction. On en parlait dans Hiroshima, dans l'épisode sur Hiroshima, mais il y a un côté pris sur le vif par moment, tu vois. Je sais pas si John Carpenter a réalisé des documentaires par la suite, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un côté... par moment, quand tu regardes le film et que ça parle pas, juste, il y a de l'action... t'as cette impression de documentaire, tu vois, de trucs très réalistes. Sur le vif. Très réaliste, encore une fois, très direct. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et ça, ce côté documentaire, je l'ai pas retrouvé dans d'autres films du bonhomme, tu vois. Parce qu'il a tellement plongé dans le fantastique, dans la science-fiction, que je l'ai pas vraiment retrouvé. Après, bon, il y aurait pu avoir un film... fantastique, science-fiction, filmé vraiment comme un documentaire et tout, mais ça n'a pas eu lieu. Mais là, je trouve ça très intéressant. Mais d'ailleurs, comme il est amené par le montage et sur la mise en scène, le 10h40, Los Angeles, machin, ça fait vraiment penser à un genre de braquage, tu vois. Genre, il y a les heures, puis ça fait un film un peu, voilà, avec un genre de time lock qu'il y a beaucoup dans les Indiana Jones, dans les films d'aventure. Mais même la manière de poser les personnages en début de film, les lieux où ils sont, tu te repères constamment, il y a une très bonne gestion de l'espace. De toute façon, John Carpenter est un maître pour la gestion de l'espace. La gestion de l'espace, qu'est-ce que c'est ? C'est, à la mise en scène, tu vas faire en sorte que ton spectateur se repère dans l'environnement où se trouvent les personnages, donc un bâtiment, une rue, voilà. Et par moment, cette règle est brisée, parce que si le réalisateur veut que tu sois autant perdu dans cet espace que les personnages sont perdus dans cet espace, il va faire exprès de briser cette gestion parfaite de l'espace pour que tu te dises « Ah, mais je comprends pas tout, etc. » Et parfois, cette gestion de l'espace n'est pas brisée, juste, elle est tout simplement très mal gérée. Mais ce n'est pas le cas des films de John Carpenter, à ce niveau-là. Et donc maintenant, on en a un petit peu parlé,
Mais on va passer aux acteurs et actrices. Oui, bien sûr. Well, they're closing it down. Nothing for me to do there except stare at the packing crate. Bah moi je trouve que vraiment c'est des acteurs et actrices que je connaissais pas, mais je trouve qu'ils font vraiment le taf, qu'ils jouent très très bien, que ça soit Austin Stoker, Darwin Johnston ou Laurie Zimmer, qui sont les 3 rôles principaux, qui forment un trio qui est fort, oui, c'est ça. un trio qu'on apprécie, auquel on s'attache. Austin Stoker, il joue bien ce gars au début un peu nonchalant, en mode je vais passer une nuit dans ce commissariat, mais tout va bien se passer. Et puis dès qu'il y a un problème, non, tu te rends compte que le gars il est surentraîné, qu'il sait comment réagir. Puis il y a aussi Darwin Johnston qui joue un criminel, qui lui est très nonchalant, il veut juste fumer une clope en fait. À chaque fois qu'il voit des gens, il est en mode vous avez une clope, et il réussit tout ce qu'il fait à chaque fois, tellement que vers la fin du film, quand il a réussi à se sortir d'une certaine action, et pourtant c'était très compliqué de se sortir de cette action-là, bah, il ressort le « ouais, vous avez une clope ». Tu vois, j'aime bien cette construction de personnage, j'aime bien comment il le joue. Puis on a beaucoup parlé aussi, du coup, de Laurie Zimmer. Voilà, oui, Laurie Zimmer... joue très bien. Et toi, qu'est-ce que tu penses, par exemple, du coup, de Austin Stoker et Darwin Johnston? Austin Stoker qui joue Ethan Bishop, et Darwin Johnston qui joue Napoléon Wilson. Ah oui, il y a tout le truc autour de pourquoi on vous appelle Napoléon. D'ailleurs, on n'a pas la réponse, mais on n'a pas la réponse. Mais j'aime bien le mystère au cinéma. Oui, Ethan Bishop, je trouve que c'est vachement bien en plus. En plus, il amène... parce que c'est toujours particulier dans certains films où on veut mettre que des blancs. Oui. Et là, il met un noir. Et souvent, c'est un peu le cliché des films américains. Le noir meurt pour le premier dans la forêt, tu vois. Bah, c'est surtout le cliché des films américains d'horreur où pendant longtemps, les noirs mouraient en premier dans les films d'horreur. Voilà. Pourquoi on va savoir, je sais pas. Ah, là... tu vas prendre un chemin. Ah, bah, il prend pas le même chemin. Voilà. Et Ethan Bishop, en plus, il est génial ce personnage. Vraiment, même dans la VF, vraiment le gars surentraîné, tu disais un peu à la Rambo, tu vois, un peu ça. C'est pas Rambo, mais on sent le truc un peu western, un peu. En fait, ça fait un peu les gros bras. Et en fait, tu te rends compte que le personnage fort, c'est pas eux en fait. Oui, c'est lui le personnage fort. Bah, c'est elle. Enfin, il y a elle et il y a lui, parce que c'est important quand même pour un film dans les années 70, même si il y avait beaucoup moins de racisme au cinéma qu'à des époques beaucoup plus lointaines. C'est quand même intéressant et fort d'avoir mis au premier plan de base un personnage noir. C'est quand même, pour moi, très positif. Je trouve que c'est très bien. C'est un personnage qui se laisse pas marcher dessus, et il y a également le personnage de la femme, qui est un personnage de femme forte. Donc voilà, c'est un film, est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui était progressiste Ouais, on peut dire ça. En tout cas, Carpenter, il a vraiment l'œil sur ça. Il permet de faire jouer des acteurs pas tellement célèbres, et en même temps de couleurs différentes. Et donc ça, c'est cool. Et en fait, je trouve que son cinéma est vraiment excellent sur ça. Et c'est un cinéma qui est très humain et qui est contre le racisme, contre le sexisme, et abat les clichés, abat les clichés, abat le racisme, abat toutes les choses négatives qui n'ont pas lieu d'être sur un qui n'ont pas lieu d'être dans un film, qui n'ont pas lieu d'être tout court, et qui sont purement débiles et vaines, quoi. Tu parlais de Ethan Bishop, et l'autre, je sais plus, Napoléon Wilson, ou je sais plus quoi, Wilson, c'est quoi oui, c'est Napoléon Wilson. Et Napoléon Wilson, ouais, j'aime bien cette nonchalance de, évidemment, vous avez une club, bien sûr, mais c'est surtout que, en fait, c'est assez drôle comme histoire, parce que quand tu regardes un peu la fin, quand tu connais un peu la fin, c'est que lui, c'est un on va dire méchant, entre guillemets. Bah, c'est un criminel, de base. Il est pas méchant, mais on va dire c'est le méchant, et l'autre, c'est le gentil, c'est le flic. Et du coup, c'est pas vraiment un spoil, mais ils travaillent ensemble. Et donc, du coup, tu dis... encore une fois, on revient à ce cinéma très humain de... Quand il faut sauver la vie d'autrui, même le criminel et le flic, ils s'allient pour survivre ensemble et sauver la vie d'autres gens aussi. Oui, il y a des divergences. Qui sont dans ce commissariat, parce que de base, il y a beaucoup de gens dans ce commissariat, mais il n'y en a pas beaucoup qui ressortent à la fin. Il y a des divergences, mais on arrive à trouver des choses parce qu'on doit travailler pour la même... C'est pas un film qui est manichéen, voilà. C'est un film qui est humain et qui est pas manichéen, en mode, les criminels... c'est un criminel, donc forcément il est très très mauvais, il a fait des choses que très 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 mauvaises. Non, mais c'est pas en ça. plus tu dis dans le commissariat il n'y a pas beaucoup de gens qui ressortent vivants, mais il faut dire en même temps qu'une grande partie du film c'est un huis clos, quoi. Bah oui, c'est un huis clos, mais c'est un huis clos qui est très bien géré. Oui, parce qu'il y a des huis clos qui sont un peu touchy des fois. Ouais, qui sont pas très bien gérés, j'en ai quelques-uns en tête, mais donc voilà, en termes d'acting, en termes notamment de représentation, c'est très bien, c'est limite progressiste par moment. C'est très bien mené. Selon moi, après, peut-être que certaines personnes qui écoutent ce podcast vont me dire « Ah mais dans les années 70, il y avait plein d'autres films comme Assaut, niveau progressisme ».
Oui, bien peut-être, sûr. mais celui-là, je le trouve particulièrement progressiste, mais intéressant, parce que il est progressiste, mais pas de manière ultra bourrine, non subtile, non, pas du Non, tout. c'est plutôt subtil, raffiné et fin, en fait. Voilà, et c'est vraiment un film fort là-dessus. Et maintenant, on va passer à la musique. La musique, dernière section de ce podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique de John Carpenter ? Est-ce que tu peux nous la rechantonner un petit peu ? Merci beaucoup. Voilà, Merci je vais beaucoup. changer d'étude, je vais aller en chant. Et tu vas gagner un Oscar. Merci beaucoup. Je remercie toute ma famille. Donc, plus sérieusement, pour revenir sur la musique, oui, c'est lui qui a fait la musique. La plupart du temps, c'est John Encore, Carpenter qui ça fait fait beaucoup, tout là, là, non. non. Il fait beaucoup de musique et je disais qu'il a fait un Blu-ray de concert et il fait maintenant pratiquement que de la musique. Il fait plus de films avec ses deux fils. Mais tu peux regarder sur internet d'ailleurs. Mais, oui, il fait beaucoup de musique avec ses deux fils. Il fait pas plus de films avec ses deux fils parce que ses deux fils n'ont jamais fait de film. Je crois. non, mais lui il fait pas de films. Il fait plus de films. Il fait plus de films. Mais la musique est très bonne, quoi. Mais la musique, elle est souvent minimaliste, mais pas minimaliste dans le mauvais sens. Il y a des musiques de Joe Hisaishi dans les films de Ghibli aussi où c'est un peu minimaliste. C'est pas que on n'entend presque pas ou c'est pas top quand je dis minimaliste, c'est que ça se fond dans la masse. Bah, c'est souvent des boucles en fait, les musiques de John Carpenter. Ah bah là il y a une boucle. Mais c'est pour ça que je les aime bien, parce que c'est un style très particulier. On voit pas beaucoup de films avec des musiques qui font des boucles, tu vois. On a des musiques surtout très symphoniques, et puis même là c'est pas forcément symphonique, tu vois. Mais ça accompagne très bien l'ambiance, la tension, le montage. Je pense que ce qui est pas mal après, là, quand on aura fait le parti musique, c'est où à un moment donné tu mets un petit extrait de chaque musique pour voir à peu près, et t'as des boucles tout le temps. De chaque musique peut-être pas, parce que ça risque d'être très long, mais en tout cas de la musique principale du long métrage. De Asso, de Sing, il y a des boucles qui reviennent de ces bah, je vous mettrai la musique de Asso et je vous mettrai la musique de Halloween. Et de Sing. Et de The Thing si tu souhaites. Ouais, parce que en fait, ces trois musiques, elles sont quand même reconnaissables. Quand tu entends la musique, tu dis ah c'est Halloween, ah bon The Thing, les gens reconnaissent un peu moins, mais en tous les cas Asso. La musique est très bien, moi je la trouve très bien, je trouve qu'elle accompagne parfaitement le récit. C'est ça la force des musiques de John Carpenter, c'est qu'elles sont très répétitives mais jamais énervantes, parce qu'il y a toujours ce truc de le thème qui marche bien, qui va te marquer. Et au bon moment en plus. Au bon moment aussi. Donc voilà, moi la musique je la trouve très bien, quoi. La musique de John Carpenter, c'est toujours un plaisir pour les oreilles. Voilà, et gros big up à Michael Gueras qui adore la musique de John Carpenter. Surtout celle de Prince des Ténèbres. Ouais, mais je crois qu'on en a parlé plus tôt. Oui. Ouais, on en a parlé plus tôt. Mais c'est pour qu'il puisse se remettre un petit commentaire. Ah mon petit Mika, Michael Gueras ou Michael Myers. On ne sait pas. I got 3 shots, that's enough. Can't argue with a confident man. Mais donc, pour résumer, Asso, c'est un très bon, véritable premier film de John Carpenter, extrêmement différent dans son traitement de l'horreur. Cette fois-ci, c'est pas de l'horreur fantastique, c'est de l'horreur très réaliste. C'est un film qui est très bien mené, qui a une très bonne tension, un très bon montage, parce qu'il y a également une très bonne mise en scène, mais une très bonne musique et des très bons acteurs et actrices. Et voilà, c'est un film qui abat le manichéisme, qui est plutôt progressiste, et ça c'est trop cool, voilà, et j'aimerais plus de films progressistes maintenant, en 2024, ça serait bien. Et donc voilà, toi, pour résumer, Asso ? Bah Asso, c'est mon film préféré aujourd'hui. De John Carpenter ? De John Carpenter. Oui, c'est pas ton film préféré. Mais je pense qu'il serait peut-être dans mon top 5 de films préférés quand même, parce que Asso, c'est un film qui a révolutionné pas mal de choses en fait quand tu regardes. Et en film d'action, c'est considéré comme le meilleur film d'action de cette époque. Tu vois. Ah ouais, carrément ? Ouais. Ok, moi ça je pensais qu'il était très apprécié, mais de là... Il est considéré, je crois, comme le meilleur film d'action de l'époque. Plutôt policier. Non, action. Ah ouais, action ? Ouais, okay. Vraiment. Je te jure que c'est vrai. Ok, d'accord. J'irai demander à John. Tu iras demander à John Carpenter ? Ouais, à John. Bon, on va l'appeler. Non, on va pas l'appeler, parce que tout simplement, nous le connaissons pas. mais donc, voilà. Écoutez, on espère que cet épisode sur Asso de John Carpenter vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur vos réseaux sociaux. On est sur Twitter. On est sur Twitter. Enfant du cinéma. Enfant du cinéma sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. On parle d'actu. Par moment, on vous pose des questions. Et d'ailleurs, on vous a posé la question sur quelle saga vous souhaiteriez qu'on revienne durant l'été. Et vous avez voté Jurassic Park. Ce qui fait qu'il y aura un épisode
sur Jurassic Park cet été. Alors, est-ce que ça sera sur Jurassic Park 1, 2, 3 ou est-ce que ça sera sur Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc Jurassic World 1, Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion, ou le monde d'après en français. Waouh, le monde d'après. Wow. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Et voilà, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour un épisode sur Shin Godzilla, en compagnie de Inès, notre réalisatrice. Inès. Pour un épisode sur Happy Feet 1 et 2, en compagnie de Alexandre, mon meilleur ami, enfin l'un de mes meilleurs amis, qu'on a d'ailleurs, que vous avez pu voir dans notre collection DVD Blu-ray partie 1 et partie 2 et la partie 3. J'espère qu'elle arrivera bientôt, mais c'est à moi de gérer à ce niveau-là. Mais du coup, voilà. Écoute, est-ce que tiens, on va le faire pour une fois. Est-ce que tu aurais un petit conseil filmique qui a rien à voir avec le cinéma de John Carpenter? Parce que sur Twitter, on fait des conseils filmiques chaque lundi et chaque vendredi. Le lundi, c'est Illustre Connu, c'est moi. Et le vendredi, c'est King Tao. Donc un conseil filmique... Bah non, parce que j'en ai un, mais c'est pour vendredi prochain. Bah au pire, tu peux dire ton conseil filmique de vendredi, là. C'est Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Mais non, pas lui. Du dernier vendredi. Ah, celui que j'ai mis? Oui. Ah, c'est Ma vie de courgette. Excuse-moi. Trop cool! Si on m'avait pas amené là, je t'aurais jamais connu. On restera toute la vie ensemble. Voilà. Ma vie courgette de Claude Barras. Super film d'animation. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film-là, et c'est un peu comme Le Peuple Loup, c'est-à-dire que c'est un film qu'on connaît pas beaucoup, en fait, je trouve. On parle pas assez, et qui est super aussi. Et c'est un film qui dure moins d'1 heure en plus, je crois. Donc jetez-vous dessus. Et moi, mon conseil du lundi, mais que j'ai pas posté le lundi, j'ai oublié de le poster le lundi, je l'ai posté le mercredi, c'est L'odeur de la papaye verte de... Tralalong. Voilà, j'ai eu peur d'avoir du mal à prononcer son prénom, ou de mal le prononcer. Mais un film absolument merveilleux que King Tao et son père m'ont fait découvrir. Ah, c'est du papa qui t'a fait découvrir. Oui, c'est vrai. Un film rempli de sensualité, de poésie, d'amour. Et ouais, c'est un film... c'est ça le film. C'est sensualité, poésie, amour. C'est extrêmement bien capté par la caméra, tout ça. Donc, on vous invite évidemment à le découvrir. Et peut-être qu'on fera un épisode dessus un jour. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je sais que je vais faire une petite anecdote parce qu'on est bientôt arrivé au mois de juillet, tu le connais, et que peut-être je sais pas si je serai là pour Shin Godzilla, je n'en sais rien parce que aujourd'hui, on est revenus chacun dans notre cocon. Mais voilà, je vais ouvrir ma chaîne qui porte le même nom que sur ma page Insta Chant contre Chant. Plein de choses en vue, qui va s'ouvrir le 2 juillet par une introduction, une ouverture de chaîne, le 4 avec quelque chose de particulier par rapport à moi, et le 5, voilà, en fait, tous les mardis, il y aura quelque chose, tous les vendredis aussi, il y a un podcast plutôt de 15 minutes court, et un grand épisode spécial tous les mois, et c'est pour ça que ceux qui vont écouter, ou ceux qui ne savent pas encore, mais j'ai mis un sondage, demandé le top 5 des films de Miyazaki, pas les films Ghibli, mais bien les films de Miyazaki sur les 12 films qu'il a réalisés. Quel est votre top 5? Et donc j'ai à peu près une centaine de réponses, dont Frédéric Mercier, que je remercie, qui adore Hirokazu Koreda. Et donc allez voir aussi l'Innocence, notre podcast sur l'Innocence, avec force de fou. avec mon micro qui marche pas très bien. Et non, c'est pas pour forcer, c'est juste donc, pour... n'hésitez pas à répondre en commentaire aussi votre top 5 des Miyazaki. Et voici, parce qu'en fait, dans cette vidéo-là, je ferai un truc spécial, voilà, que je ne dis pas trop Miyazaki et quelqu'un d'autre dedans. Et du coup, à la fin, je vais parler de tous ces gens-là. Et peut-être, en fonction de comment ça va se passer, parce que je vais les revoir, je mets en jeu un des films de Miyazaki. En Blu-ray. Le Château de Cagliostro, qui est son premier, qui n'est pas dans le studio Ghibli. Mais en tous les cas, voilà. Et comment ça va se passer? Tout bêtement, pour faire rapidement, celui qui se rapprochera, ou la personne, la nana ou le gars qui se rapprochera le plus proche de mon top 5, avec le plus de films, s'il a 5 films, il gagne directement. Mais s'il a 4 films et il y en a 5, je vais prendre les 5 et on va faire... Hop, comme au loto. Voilà, comme au loto, tout simplement. Voilà. Et je peux vous rassurer, JB n'y est pas parce qu'il n'a pas mis Porco Rosso. Oui, voilà. oui, je vous laisse ma place pour gagner le Blu-ray. Mais sinon, bien sûr, King Tao ne va pas quitter Enfant du cinéma, pas du tout. Juste peut-être qu'en juillet, vu que ça va être le lancement de sa chaîne, ça va être un peu compliqué par moment. Et puis mon stage aussi, je commence mon stage aussi en juillet. Ça va être un peu compliqué pour lui par moment de participer à certains épisodes.
Mais vous inquiétez pas, il ne quitte pas Enfants du cinéma, il sera là encore pour un bon bout de temps. Non, je reste là, y a pas de souci. Voilà. Et du coup, sur ce, après toutes ces informations, on épisode, ça veut rien dire. On espère que cet épisode vous aura plu et on s'en va côtoyer d'autres univers. On vous dit salut, peace. Ah oui, et Michael, si tu passes par là, est-ce que tu peux nous répondre du coup? Est-ce que t'es bien Michael Gueraz ou Michael Myers? Parce qu'on est un peu inquiet, on se pose la question. Honnêtement, on se pose la question.